chez vous, madame, monsieur, beauté chez vous. Je suis très ravie de vous servir. Aujourd'hui, je suis Esther Pinda et comme je le disais, c'est toujours un réel plaisir d'être devant vous. Alors, aujourd'hui, avec mon invité, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant, mais aussi très instructif. Nous allons échanger autour de la violence conjugale. En France, 3 foyers sur 10, tous les jours, connaissent un cas de meurtre suite à une violence conjugale. Ici en RDC, les statistiques ne sont pas connues, mais plusieurs foyers connaissent ces situations-là, mais bien sûr, dans le silence. La violence conjugale, que dit la loi ou que préconise la loi, surtout de ce sujet-là que nous allons échanger aujourd'hui avec mon invité, à qui je m'en vais dire bonjour maître. Bonjour madame Esther. Alors aujourd'hui, je reçois pour vous maître Steve Kambanga. Maître, c'est avec vous que nous voulons échanger autour de ce sujet. Ma première question est la suivante. Quand est-ce qu'on peut parler d'une violence conjugale? Merci de m'avoir invité, surtout pour discuter sur des questions très délicates pour ce qui concerne la vie humaine. Et pour répondre à cette question, c'est normal, les gens doivent savoir si on peut parler de la violence conjugale, c'est-à-dire il y a une vie commune entre deux personnes de sexe opposé, parce qu'en droit positif congolais, le mariage est réservé aux couples, aux deux personnes de sexe opposé qui sont majeures. C'est-à-dire lorsqu'on atteint l'âge majoritaire, pour nous la majorité civile, la majorité pénale c'est déjà à partir des 18 ans. Donc c'est-à-dire lorsqu'on atteint 18 ans, on est capable devant la loi, on peut agir devant la loi. C'est alors que les codes de la famille révisés en 2016 nous donnent maintenant les privilèges dans les articles 4 à 40 pour expliquer c'est quoi les mariages. Donc pour parler de la violence conjugale, on pourra maintenant faire recours aux lois congolaises pour savoir qu'il y a des couples en union libre, n'étant pas enregistrés devant l'officier de l'état civil, mais on appelle ça union de fait. Sur le plan sociologique, ça forme déjà un couple. Et dans ces couples-là sociologiques, un mariage sociologique qui n'est pas célébré par l'officier de l'état civil, sur le plan coutumier ou sur le plan sociologique, on appelle ça abusivement mariage. Mais au moins, nous, en droit, nous appelons union libre. C'est-à-dire les gens partagent une vie commune dans un toit. Et ces gens-là, même s'ils ne sont pas ensemble, parce que lorsqu'on parle aussi de la conjugalité, il y a aussi un élément que les gens doivent savoir. Vous êtes fiancé, il peut y avoir cette infraction de la violence conjugale. Parce que l'homme vient vers vous, ou vous passez chez l'homme, ou vous partez chez l'homme, mais pendant vos discussions, l'homme arrive à mettre la main sur vous. C'est-à-dire la violence commence lorsqu'on use d'une force physique en lieu et place de convaincre moralement. C'est-à-dire lorsqu'on use déjà de la force physique, alors que la personne qu'on attaque est supposée être faible, c'est ça déjà le début de la violence. Donc la violence, c'est le contraire de la paix. Or la paix, là je vais en sociologie, un auteur américain, Martin Luther King, disait « La violence humilie l'adversaire en lieu et place de le convaincre. » Donc au lieu de convaincre votre adversaire ou celui qui est en face de vous, vous préférez utiliser la violence. La violence, c'est-à-dire vous faites recours à la force physique. Et maintenant, dans la vie conjugale, la violence intervient lorsqu'il y a une incompréhension. Et lorsqu'il y a une incompréhension, la violence n'est pas faite seulement pour la femme. Parce que la violence conjugale parle du genre. C'est-à-dire, on peut violenter l'homme dans un couple. On peut violenter une femme dans un couple. Et c'est vice-versa, mais c'est décourageant. Pendant le développement de cette émission, nous allons donner des bases légales que les gens vont comprendre comment il faut éviter pour qu'il n'y ait pas la violence. Justement, maître, en parlant de cette violence conjugale, vous avez fait référence à cette violence qui est physique. Mais est-ce que les insultes, le fait de rabaisser, de déranger, on va dire en quelque sorte, mentalement la personne, est-ce que là n'est pas aussi prise en compte dans les chefs d'accusation d'une violence conjugale? Malheureusement. Une violence mentale ou psychologique? Malheureusement, non. C'est-à-dire, l'infraction, c'est quoi? L'infraction, c'est la violation de la loi pénale. Or, la loi pénale, c'est quoi? La loi pénale a été créée
pour mettre fin aux inégalités de la société. Et lorsque nous parlons de la société, nous rentrons maintenant à la case de départ qui est la famille. Parce que quand on parle de la société, en sociologie, la société de base, c'est déjà la famille. On peut commettre des infractions sans violenter la femme. Okay. Déjà, si vous insultez, en droit, on dit nous l'homme crimen, nous la poète nasi nélégué. Donc, c'est-à-dire, on ne peut que condamner sur des infractions qui sont écrites ou qui sont prescrites par la loi. Exactement. Vous comprenez? Je vous donne un exemple. Les coulous n'en est pas une infraction. Okay. Est-ce que vous savez? Les coulous n'en est pas une infraction. Mais lorsqu'on arrête un délinquant juvénile, un coulou, on va lui juger par rapport au fait qu'il a commis. Les coulous n'en est pas une infraction. Mais pendant les actes de vandalisme, ce monsieur a eu à voler. Ou il a eu peut-être à extorquer. Il sera jugé pour extorsion parce que les coulous n'en est pas repris en droit pénal congolais. Lorsque, dans les actes de vandalisme, ce coulou a eu à frapper quelqu'un, il sera arrêté et jugé pour coups et blessures volontaires. S'il y a meurtre, il y a cas de meurtre, il sera jugé pour l'infraction de meurtre. Donc, coulou en réalité n'est pas une infraction, mais les actes posés par ces délinquants, par ces présumés délinquants, c'est cet acte-là qui lui fera face au juge pour qu'il soit jugé. Donc, on peut porter des injures auprès de vous. Vous détenez des preuves de votre mari ou de votre fiancé. Vous les traduisez en justice. Il ne sera pas condamné pour la violence conjugale, mais il sera condamné pour les injures portées sur vous, sa partenaire. C'est ça la lumière du droit. Exactement. Merci, maître. Qu'en est-il de la violence conjugale? Y aurait-il comme ça des dispositions prises par notre loi? Est-ce que cela est pris en compte au niveau de la loi et de la législation congolaise? Les législateurs ont tout prévu, sachant que la société est inégale. La société, en tout cas, il y a des inégalités et il fallait quand même mettre cet équilibre. Je suis dans l'article 16 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour. Donc, la Constitution en vigueur que nous utilisons. Je suis dans l'article 16, ça dit quoi? La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie. Retiens, toute personne a droit à la vie, à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Je me limite d'abord par ici, je vais continuer. Les droits d'autrui, c'est votre droit. Je suis votre fiancé. Je dois savoir que la législation congolaise veille sur votre pleine vie parce que votre vie humaine, elle est sacrée. Donc, je dois vous traiter en respectant la loi de la République, la loi mère qui est la Constitution et toutes les lois publiques et l'ordre public, même des bonnes mœurs. Je dois vous respecter. Et je dois savoir que ma liberté s'achève là où votre liberté commence. C'est ça le respect de la liberté d'autrui. C'est-à-dire, le législateur a tout prévu. Et puis, qu'est-ce qu'il dit encore? Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Et lorsque vous parlez de la violence, ici on comprend que déjà un traitement cruel, n'est-ce pas une violence? Un traitement inhumain. Parce que dans l'humanité, dans l'humanisme, nous devons traiter nos semblables comme nous voulons aussi qu'on nous traite. Donc déjà, quand je vous force à faire quelque chose qui dépasse l'entendement humain, là, je suis dans la violence. Parce que le traitement humain est différent des traitements cruels. Exactement. Ou dégradants. Donc, l'article 16 nous a prévu tout cela dans la Constitution en vigueur, c'est-à-dire, vous avez le droit de vivre votre vie en toute liberté et en toute quiétude. Tout traitement dégradant constitue une violence sur votre personne. Et cette violence-là, elle est condamnable. Parce que la loi, il y a la loi suprême et puis les actes ayant force de loi. Quand dans la loi suprême,
on dit, on explique quelque chose, il y a maintenant des lois subsidiaires qui vont maintenant en profondeur pour expliquer des peines. Et lorsqu'il y a violence conjugale, on va maintenant faire recours aux infractions commises pendant l'application de cette violence. Donc, le juge du tribunal des séances va maintenant juger sur les infractions commises pendant la violence conjugale. Parce que la violence est tellement vaste. Lorsqu'on parle de la violence conjugale, c'est vaste. Mais pendant la violence, quels sont les actes commis qui constituent des infractions? Vous comprenez? Comme j'étais en train de parler sur les koulouna, de la même manière, la violence conjugale en soi n'est pas une infraction. Parce que la violence, déjà, c'est une infraction. On violente ce qui est normal. Parce que la loi, en droit pénal, on dit ceci. En droit pénal, on explique, il y a la société. Et dans la société, là, il y a la loi pénale qui est là pour régir la société. Et lorsqu'on ne respecte pas la loi pénale, on commet une infraction. Et lorsqu'on commet une infraction, celui qui commet une infraction, on l'appelle délinquant. Et le délinquant doit subir la peine, qui est la rigueur de la loi. Vous comprenez? Donc déjà, la violence est une infraction. Mais la violence spécialement conjugale a encore une spécialité. C'est-à-dire, nous sommes en couple, je vous gifle, vous avez des signes. Vous saisissez l'office du procureur, vous me traduisez en justice avec des éléments de preuve ou avec des témoins par faute de preuve, et que les gens là confirment que réellement j'ai tapé sur vous, on va me donner maintenant l'article 46 du Code pénal livre D. Monsieur, ne voyez-vous pas que le coup et blessure est une infraction? Pourquoi avez-vous tapé sur votre femme? Donc vous êtes condamné. Vous voyez? Et la loi a tout prévu même sur des peines. Donc, c'est-à-dire, la violence, elle est condamnable. La violence conjugale, elle est traitée de la même manière que toutes les autres infractions. Parce que dans la violence conjugale, tu peux te limiter à injurier. Tu n'auras pas la même peine que celui qui, dans la violence conjugale, est arrivé à tuer. Vous comprenez? Tous sont dans une lignée de violenter la vie conjugale. Ou un partenaire, un conjoint, comme dit les droits. Et maintenant, celui qui violente les conjoints commet une infraction. Maintenant, le juge doit se situer des infractions commises pendant cette violence conjugale. J'espère que je suis clair. Oui, très bien. Oui. Ok. Alors, vous parlez ici de cette loi, vous l'avez énumérée, vous l'avez énoncée. Ma première question est celle-ci, ma prochaine question est celle-ci. Il y a un principe en droit qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que ici, en RDC, cette loi est connue? Si oui, est-ce qu'elle est comprise, elle est interprétée de façon à ce qu'on sache justement comment qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? La vulgarisation de nos lois, ça ne dépend pas du législateur. Le législateur a déjà légiféré et c'est au peuple d'aller consulter, d'aller lire. Un principe dit les Gendi sont libres. Il faut lire les livres. Et malheureusement, parce que les droits ont un caractère contraignant. Les droits, pour le législateur, nous savons que tout le monde est censé connaître les droits. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, vous ne pouvez pas dire au juge que j'étais ignorant que cette loi existe. On vous dira, est-ce que vous avez consulté des bibliothèques juridiques? Parce que c'est réservé à tout le monde. La lecture est réservée à tout le monde. Faites des recherches. Et une manière aussi de vulgariser, c'est comme vous faites. Sous d'autres sièges, lorsqu'on nous invite pour des matières scientifiques, on nous paye pour que nous transmettons cette matière. Ce que je suis en train de faire, c'est aussi une sensibilisation. C'est-à-dire, je suis en train de dire au couple de ne pas violenter vos conjoints, sinon vous serez arrêtés, jugés et condamnés. C'est la vulgarisation. Donc, ça ne revient pas au législateur d'aller faire la vulgarisation parce qu'elle a déjà mis à la disposition de tout le monde toutes ces lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Tel que vous êtes là, si on vous arrête et que vous ne saviez pas que ce que vous avez commis, c'était une infraction,
il n'y a pas des excuses pour ça. Il n'y a pas de situation atténuante. Des circonstances atténuantes arrivent lorsqu'il y a des éléments que les juges doivent apprécier. Par exemple, la délinquance, elle est primaire. Lorsqu'il y a des faits bénins, par exemple, lorsqu'il y a les aveux, vous acceptez que oui, j'ai commis cette infraction, mais je ne savais pas que c'est une infraction. On vous dira, madame, vous êtes censée comprendre que les droits existent. Mais puisque vous êtes une délinquante juvénile, vous êtes encore dans le début de ces forfaits, en lieu et place de vous condamner peut-être 10 ans, on dira, puisque vous êtes innocente dans ça et surtout que vous étiez ignorant, on va peut-être enlever 5 années ou 6 années, on vous condamne pour 4 ans. C'est ce qu'on appelle des circonstances atténuantes qui sont contraires aux circonstances aggravantes. Des circonstances aggravantes, c'est lorsqu'il y a peut-être obstruction du procès. On vient vous arrêter, vous fouillez, vous refusez des invitations du magistrat. Pendant les procès, vous faites des trafics d'influence, vous appelez, il y a des injonctions et que le juge est rigoureux pour faire respecter la loi. Il peut maintenant mettre des circonstances aggravantes pour vous amener même à la peine prévue, à la peine la plus élevée de cette infraction. Ou un juge aussi très sévère peut faire concours matériel. C'est-à-dire, si vous avez commis des infractions, il peut maintenant faire la sommation des peines de ces deux infractions pour vous donner une peine encore plus haute que ce que vous aviez commis peut-être pour une infraction. Si par exemple, les deux peines, une peine est prévue pour 5 ans, une autre peine est prévue pour 2 ans, si le juge veut encore pratiquer des circonstances aggravantes, il peut vous condamner pour 7 ans pour dire que 2 ans c'est pour cette infraction, 5 ans pour cette infraction. Mais en pratique, on préfère plus le concours idéal. C'est-à-dire, on prend la peine la plus élevée, on vous inflige. Aujourd'hui, en ce qui concerne par exemple la violence sexuelle, le viol, il y a comme ça des dispositions qui sont prises par la loi avec des peines bien précises. Okay. On parle de 14 ans d'emprisonnement et tout ça. Est-ce que, à vous entendre parler, la violence conjugale n'est pas jugée dans ce sens-là puisque on va à la recherche du délit causé des infractions et c'est cela qu'on condamne. Maintenant, il ne faudrait-il pas justement que l'on pense dans ce sens pour régulariser un peu cette situation? Non, c'est-à-dire dans la violence conjugale, nous devons savoir qu'il y a des situations qui sont similaires. Okay. Vous voyez, il y a des infractions concrètement commises qu'on connaît qu'ici, là, c'est une infraction telle. Mais lorsqu'il y a des infractions qui régissent plusieurs contraventions au même moment, c'est pourquoi les législateurs restent un peu muets et laissent maintenant la voie aux infractions commises pendant l'application de cette erreur. Vous comprenez? Je suis en train de dire ceci. Dans la violence conjugale, il suffit qu'il y a violence sexuelle. Les viols, c'est quoi? C'est le fait d'aller négocier un rapport sexuel ou un contact sexuel à un conjoint qui n'est pas d'accord. Le fait que vous utilisez des moyens influents pour amener votre conjoint à accepter votre demande, c'est un viol. Et le viol est punissable par la loi. Ça va même jusqu'à 20 ans. Vous voyez? Maintenant, le viol est inclus dans la violence conjugale. Exact. Vous comprenez? Dans la violence conjugale, c'est comme une maman qui a plusieurs enfants, que lorsqu'on vous violente, vous pouvez déceler des infractions. Ce n'est pas dit que le législateur n'a pas mis une loi spéciale. Parce que le législateur a compris que dans chaque couple, la violence conjugale se commet à tout moment. Donc, il laisse maintenant la porte ouverte aux infractions prescrites par la loi. Dans notre façon aujourd'hui, ou dans la manière du législateur de dire, dans la manière de ceux qui lisent ou disent la loi, de la mettre en application, est-ce que ici en RDC, ces dispositions, ces peines sont respectées? Oui, sont respectées. La raison pour laquelle il y a la justice traditionnelle. Déjà, pour rafraîchir votre mémoire, madame, nous sommes dans un État démocratique et dans notre État, nous avons 4 institutions étatiques
et des institutions d'appui à la démocratie. Dans les 4 institutions étatiques, nous avons les présidents de la République, nous avons les parlements, nous avons les gouvernements et nous avons les cours et tribunaux. Donc les cours et tribunaux constituent une institution. Et cette institution-là, elle est là pour régir maintenant l'égalité dans la société. Toutes les dispositions dont nous faisons allusion ici, c'est prévu par le législateur qui est sous couvert d'une institution qu'on appelle les cours et tribunaux. C'est-à-dire lorsqu'il y a une infraction, lorsque vous êtes victime d'une infraction, vous allez soit chez l'OPJ au niveau de la police, soit vous êtes au parquet chez l'officier du ministère public. Là-bas, vous portez une plainte en bon et due forme et le concerné sera invité au parquet pour expliquer les faits. Et si les infractions sont prouvables, il va maintenant subir la rigueur de la loi. Parce que les magistrats du parquet, lorsqu'il finit son instruction, soit il classe les dossiers sans suite, soit il libère les présumés délinquants, soit il renvoie les dossiers au tribunal. C'est là où maintenant il y a la confrontation. Et pendant ce temps-là, peut-être s'il y a des indices de culpabilité, la personne qu'on a arrêtée ou la personne qu'on a accusée, l'accusé maintenant peut rester en détention préventive en entendant qu'il soit maintenant jugé devant les juges. Parce que ceux qui disent les droits, ce sont les juges. Les juges disent les droits. Les juges et les magistrats. Les avocats sont les auxiliaires de la justice et ils interprètent, ils pratiquent les droits. Ils font des recherches sur les droits. Ils amènent des principes et des exceptions. Ils font vivre la loi dans la société. Mais les magistrats ne vont pas loin. Les magistrats reviennent toujours dans les codes. Madame, voilà ce qui prévoit les codes. Ça, c'est une infraction. Oh, papa magistrat, je ne connais pas ça, c'est votre problème. Néanmoins, toutes ces dispositions sont à votre disposition. Ces dispositions légales sont à votre disposition. Avant de prendre une petite page publicitaire, j'aimerais savoir, oui, cette loi est respectée, mais est-ce que cette loi correspond à nos réalités? Moi, je dirais oui. Je dirais oui parce que je reviens encore en G1. Bon, moi, j'ai fait les systèmes anciens. Chez nous, c'était encore les premiers graduats. Dans les cours d'organisation et fonctionnement des compétences judiciaires, OFCJ, les gens vont comprendre une chose, que dans la genèse du droit, il y a eu ce qu'on appelle la loi du plus fort. Il y a eu ce qu'on appelle la vengeance privée. Et puis avec des Thomas Hobbes, il y a eu les Léviathans. C'est avec des Jean-Jacques Rousseau qu'on a maintenant séparé les pouvoirs pour montrer que ceux-ci peuvent faire ça. Donc, c'est-à-dire, la réalité humaine, la réalité universelle est que l'homme ne respecte pas la loi. Déjà, la loi divine n'est pas respectée. La loi morale n'est pas respectée. La loi sociétale n'est pas respectée. Il fallait maintenant une loi contraignante qui est la loi pénale. Donc la loi pénale n'a pas besoin de votre humeur pour respecter celle-ci. La loi pénale, c'est une obligation que vous devez respecter. Vous ne pouvez pas prendre un bien d'autrui frauduleusement. C'est le vol. On n'a pas besoin de votre réaction. Donc, dès que vous êtes né, dès que vous élevez l'enfant, vous devrez lui dire que dès que vous soutirez un bien d'autrui d'une manière frauduleuse, vous êtes un voleur. Et le vol est puni par la loi. Mais on n'a pas besoin de la réalité. Parce que la réalité africaine ou européenne, il y a des lois qu'on appelle les lois universelles. Mais il y a aussi des lois spéciales qui correspondent maintenant à toutes les cultures. Vous voyez? Mais dans les cas comme des violences, comme des viols, ce sont des lois universelles. Partout au monde, lorsque tu couches avec une personne sans son consentement, tu commets un viol. Et là, on n'a pas besoin de demander la culture chinoise ou congolaise. Tout le monde sait que ça, c'est le viol. Et puis, avec l'Organisation des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a aussi des lois comme ça qui régissent toute la planète Terre. Donc, tous les vivants, toutes les personnes humaines, comme nous, sont soumises à respecter ces lois. Donc, la loi, comme nous parlons de la loi sur la violence,
cette loi-là n'a pas besoin des sceaux d'humeur, n'a pas besoin des répondants de notre culture ou de notre réalité. Vous êtes censé le respecter parce qu'en foi de quoi vous serez arrêté, jugé et condamné. Merci beaucoup, maître. Prenons cette petite page publicitaire, puis retrouvons-nous tout juste après pour la suite. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Alors, de retour sur ce plateau, maître, puisque vous avez dit qu'en termes de violence conjugale, on traite les infractions, j'aimerais savoir, nous sommes en RDC et africains de surcroît, dans notre culture, la femme qui s'est fait violenter, généralement celle-là ne dénonce pas. C'est même pour cela que les statistiques ne sont pas connues. On ne sait mesurer l'impact de cette action-là au niveau de notre société. Alors, comment est-ce que celui qui est dans une parcelle où il y a une femme qui est violentée, en cas de décès par exemple, elle sera aussi condamnée, une personne qui est aux alentours sera condamnée bien que celle-là n'a pas eu à... Cette question a des questions. Cette question a des questions. Okay. C'est-à-dire, vous demandez si on peut intervenir et si la femme peut dénoncer. Pourquoi les femmes ne dénoncent pas? C'est la culture, malheureusement, la culture congolaise. Les femmes sont plus amoureuses des hommes que de leur propre vie. En tout cas, je dis aux femmes, même si vous êtes à l'étranger, même si vous n'êtes pas congolaise, lorsqu'il y a une violence conjugale, dénoncez votre mari. Traduire quelqu'un en justice ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas ou vous voulez le tuer. C'est peut-être pour qu'il comprenne. Parce que les droits, la peine a des caractères. Hormis les caractères contraignants, il y a aussi les caractères pédagogiques. Les droits enseignent que dorénavant, évitez de violenter votre femme, votre épouse, votre conjointe. C'est ce que les femmes doivent savoir. Donc, si vous dénoncez votre mari ou si le mari dénonce sa femme, cela ne veut pas dire qu'il a maintenant une inimitié entre la femme et son mari. Non, c'est juste pour chercher une solution. Pour que cet homme ne revienne plus encore avec ses crimes. Ça, j'espère que je suis clair. En tout cas, les femmes doivent dénoncer. Mais là, ceux qui sont là, à l'entourage, dans cette circonscription, dans cette concession, doivent savoir qu'il y a la qualité avant d'ester en justice. Vous êtes voisins. Vous voyez qu'un homme est en train de violenter une femme, allez dénoncer mais ne portez pas plainte. Okay. Il y a une différence entre la dénonciation et ester en justice. Vous pouvez aller dénoncer, ah, monsieur les magistrats, je ne vais pas être arrêté pour la non-assistance de la personne en danger. Mon voisin est en train de violenter sa femme comme pas possible. Chaque nuit, en tout cas, il lui inflige des coups, il tabasse sa femme à tout moment. En tout cas, allez prendre cet homme, en flagrance ou pas, mais convoquer cette personne-là. Et cette personne-là sera souciée de savoir qui m'a porté plainte et le magistrat dira que nous sommes à la recherche des infractions. Le magistrat a une technique de dire à un prévenu, à un inculpé, parce qu'au niveau des parquets, c'est être inculpé,
il a la capacité de dire à un inculpé que non, moi-même j'étais en train de passer ces jours-là ou cette nuit-là. J'avais compris que vous étiez en train de tabasser votre femme. Je vous avais laissé parce que c'était la nuit. J'attendais que je sois au bureau pour faire un mandat normal, un mandat de comparution. Ou soit, si la situation est sur place, les magistrats peuvent maintenant envoyer les agents de la police judiciaire pour arrêter celui qui commet cette violence conjugale en procédure flagrante. Vous voyez, dans la flagrance, la procédure est accélérée. On peut juger au même procès, on peut juger cette affaire à une même séance et on condamne. Donc vous pouvez dénoncer. Mais pour rester en justice, vous devez avoir la qualité sur cette personne qui est victime. Okay. Quel genre de qualité? Quelle qualité par exemple? Je suis avec vous. Lorsqu'on vous tape devant moi, j'ai l'intérêt de vous protéger. Mais pour aller traduire la personne qui vous a tabassé en justice, je dois présenter des intérêts que j'ai sur vous. Soit vous me donnez la procuration que je dois rester en justice pour votre compte. Dans les cas contraires, je ne peux pas rester en justice pour une personne super. Est-ce qu'un frère, une soeur, un oncle, un membre de la famille peut porter plainte à l'endroit de sa jeune soeur ou de sa fille qui n'en a pas le courage? Vaguement, non. Okay. Non. Mais il y a des cas maintenant, il y a des exceptions, parce qu'en droit, ce sont des principes et des exceptions. On ne peut pas rester en justice pour le compte d'une autre personne, une tierce personne. Mais on peut rester en justice si cette personne-là fait un mandat. Mon grand frère, moi je ne suis pas en mesure d'aller porter plainte vu que j'ai des blessures, en tout cas, je suis là. Tu fais une note, tu fais une lettre. Monsieur le procureur, je suis Madame Esther, j'ai donné mon mandat, la procuration à mon frère biologique. Il est mon grand frère, il est 4e dans une famille de 6 personnes. Moi, je suis la 5e. C'est lui qui va me représenter. Il se fera assister ou représenter par les avocats. Ils vont faire ça, ça, ça. Là, il a maintenant la capacité d'ester en justice pour votre compte. Mais d'emblée comme ça, on va lui dire qu'il n'a pas cette qualité. Parce que la compétence est d'attribution. Il faut être compétent, avoir cette qualité pour rester en justice. Même l'autorisation maritale de nos jours, ça n'existe plus. Exactement. Avant, c'était qu'une femme mariée, avant de faire quelque chose, avant de rester, il devrait d'abord avoir l'autorisation de son mari. Mais pour rendre cette liberté individuelle concrète, on laisse tout le monde rester en son nom. Donc si vous voulez rester pour le compte de quelqu'un d'autre, vous devrez lui demander qu'il vous donne le pouvoir de rester en justice en son nom. Sinon, votre requête sera irrecevable parce que vous n'avez pas la qualité. Défaut de qualité, la requête ne sera pas recevable. Ou soit elle sera recevable mais non fondée parce que vous n'êtes pas la personne lésée. Revenons un peu sur ce que vous avez mentionné tantôt, la non-insistance de personne, d'une personne en danger. Quand est-ce qu'on peut être inculpé sur base de cette loi-là? Lorsque vous ne dénonciez pas. Ok. Lorsque vous ne dénonciez pas, ou soit vous ne pouvez pas peut-être dénoncer, si vous voyez que la personne qui fait mal à l'autre a quand même un caractère humain, vous pouvez aller séparer. Vous voyez? On est en train de tabasser quelqu'un, vous êtes là, ça ne nous regarde pas. On va vous arrêter pour la personne. Bon, on préfère quand même prendre les images, on va mettre sur les réseaux sociaux et peut-être que... Ça, c'est une infraction. C'est la non-assistance de la personne en danger. On tue quelqu'un, vous filmez. Non. Arrêtez cette action. Sauvez la personne. Si vous avez la possibilité. Parce que lorsque vous sauvez la personne, si la menace était forte, par exemple, il y avait arme blanche ou arme à feu, et que vous, en sauvant cette personne, vous tuez celui qui voulait tuer la personne que vous sauvez, on ne va pas vous arrêter pour la non-assistance de la personne en danger, mais on va vous arrêter pour des raisons d'enquête. Mais lorsque vous serez devant le juge, vous direz non. Là, j'étais en train d'assister quelqu'un qui risquait la mort. Et du coup, on a fait ce qu'on appelle la légitime défense. Parce que la riposte était proportionnelle. Lui, il voulait tirer une arme à feu. Et en voulant sauver la personne qui était à mes côtés,
cette arme est tournée contre la personne et lui, il est décédé. Et lorsqu'il y a des éléments de preuve, on vous acquitte. Quelles sont les peines possibles dans les cas de non-assistance en personne en danger? Il y a deux peines. Il y a la peine d'emprisonnement et puis il y a la peine d'amende transactionnelle, ou soit l'une de ces peines. On combine les peines, la peine d'emprisonnement et la peine des amendes transactionnelles, ou l'une de ces peines. On peut vous arrêter pour la non-assistance de la personne en danger, vous faites la prison et vous sortez, vous purgez votre peine, ou on peut vous laisser, vous payer des amendes transactionnelles. Mais souvent, on combine les peines. Mais il y a aussi la possibilité de choisir l'une de ces peines. Là, maintenant, ça devient l'intime conviction du juge. Si, par exemple, comme vous aviez dit tantôt qu'il y a des circonstances atténuantes, on peut dire en tout cas c'était involontaire. Bon, quand même, il a commis cette infraction, il doit payer des amendes transactionnelles. Vous voyez? Donc, il y a des peines prévues comme ça. Ici, je dis, les peines de travaux forcés n'ont pas raison d'exister dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous avons un droit de travail. Et dans le droit de travail, nous avons dit que le travail est un contrat consensuel. Donc, tel que vous travaillez ici, vous avez consenti de faire cette émission. Si on vous force de tourner une émission sans votre volonté, sans un engagement, ça c'est un travail forcé. Et de nos jours, avec l'humanité actuelle, on ne peut pas forcer aux gens de travailler. Parce que c'est une infraction. Donc le droit du travail nous dit que le travail est un contrat consensuel. C'est pourquoi même les peines de travaux forcés ne sont plus applicables de nos jours. Aujourd'hui, lorsqu'on vous arrête, on peut citer par le jugement 20 ans de travaux forcés. Mais vous ferez 20 ans de prison. Parce que on préfère la peine d'emprisonnement que la peine de travaux forcés. Parce que les travaux forcés sont prohibés par la loi du travail, par le code du travail. Mais qu'en est-il de tous ces jeunes? On va juste ouvrir une petite parenthèse rapidement. Tous ces jeunes qui, on va dire, qu'on appelle ici communément Koulouna, qui ont été à un moment incarcérés et emmenés vers des centres justement pour cultiver la terre ou faire des travaux d'ordre public. Sont-ils dans une forme de travaux forcés ou pas du tout? Ben là maintenant c'est la guerre des écoles. Okay. Moi je fais les droits constitutionnels. Mais si je dois revenir à la peau du pénaliste, je dirais que c'est anticonstitutionnel. En tout cas, c'est leur forcer les travaux. Alors que c'est prohibé, comme je viens de démontrer ici, que le travail est un contrat consensuel, amener ce jeune délinquant, présumé délinquant, pour qu'il travaille forcément, là, n'est pas respecter la loi. Maintenant, si je dois réfléchir, parce que les droits constitutionnels, c'est les droits savants, c'est les droits des hommes évolués. Hein? Nous, en droit, on dit les droits pénals, c'est pour des sauvages quand même. Mais nous pouvons dire, nous pouvons justifier cela par le biais de la rééducation. C'est-à-dire quelqu'un qui ne faisait rien, il était Koulouna, il commettait ses bavures parce qu'il n'avait rien à faire. Mais vous lui mettez en condition de travailler. Et puisqu'il travaille chaque matin au soir, il revient le soir fatigué au centre où il est. Il sait que demain encore à 5h, 6h, il doit sortir. Il n'a pas le temps d'aller faire du banditisme. C'est aussi une manière de laver cette mémoire biaisée par des actes de vandalisme, parce que celui qui travaille n'a pas le temps. Je vous donne un exemple. Nous avons notre manager ici, Christian. Tel qu'il est ici, il est concentré à ce qu'il fait. Il n'aura pas le temps d'aller demander, d'aller tenir une manchette pour tuer les gens, pour obliger, pour extorquer. Parce qu'au moment où nous tournons, il est ici dans son travail. Mais celui qui ne fait rien à la maison, lorsqu'il est fauché, il s'est dit peut-être qu'à 4 h du matin, il doit se mettre dans un coin obscur pour traquer tout ce qui passe en guise de bénéficier de quelque chose. Donc, j'espère que j'ai joué le rôle d'un bon avocat. Donc, étant pénaliste, l'État congolais commet une infraction. Parce que l'État oblige ces jeunes-là de travailler. Mais quand je reviens dans ma peau d'un juriste civilisé, un juriste publiciste, là je développe maintenant la thèse de dire que non, c'est une façon de donner de l'emploi
de répondre aux attentes de ces jeunes délinquants qui n'avaient rien à faire. Aujourd'hui, ils sont devenus cultivateurs, ils produisent des maïs, ils n'ont pas le temps d'aller faire du banditisme. Exactement. Nous allons finir quand même par ce cas d'espèce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a frustré, révolté plus d'un. Ce qui s'est passé notamment avec la femme de l'ancien vice-ministre de l'hydrocarbure de notre pays, M. Moussa Monongo. Le meurtre, il a été accusé de meurtre sur sa femme Kadija et d'après lui, il nie toute implication, mais quand même, suite aux preuves qui ont été présentées, il a été inculpé pour 20 ans de prison et une amende de 1 million de francs. Qu'est-ce que vous pensez de cette sentence, de cette peine qu'il incombe? Moi, j'ai toujours félicité la justice congolaise sur ces procès. Pourquoi? Parce que c'était d'abord jugé en procédure de la flagrance. Et madame, nous devons éviter de commettre des infractions. Mais comme le droit a donné la chance à tout le monde de s'exprimer et de présenter ses moyens de défense, c'est maintenant, c'est comme ça que les avocats ou les conseils de la défense aussi cherchent toujours comment sauver leurs clients. C'est ça, nous avons étudié pour faire ça. Mais avant d'aller sur les mécanismes de défense, justement, nous allons en parler. Mais 20 ans de prison, 1 million de francs, est-ce assez pour un meurtre? Oui. Avec une telle violence? Oui, la peine la plus élevée, malheureusement, en droit pénal congolais, c'est 20 ans de prison. Parce qu'avec cette abrogation de la peine de mort, bon, c'était pas aussi une abrogation, c'était levé, c'était un moratoire. Bon, aujourd'hui, quand même, il y a des procédures sur cette levée, c'est moratoire. Parce que la peine la plus élevée dans notre code pénal, c'est la peine de mort. C'est dans la peine de mort qu'on retrouve des peines capitales, qu'on trouve des autres peines. Mais la peine de mort, soit vous faites la prison jusqu'à la mort, soit on vous tue. Vous voyez? La peine de mort, il y a eu moratoire pour écarter cette peine. C'était une histoire politique. On avait peur avec le mouvement des Kabila. Peut-être qu'on pouvait traquer les mobutistes. Tout ça. On a évité cette peine de mort. Aujourd'hui, la peine la plus élevée dans le code pénal en pratique, c'est la peine de 20 ans d'emprisonnement et les amendes transactionnelles. Et les gens aussi doivent savoir que nous, au Congo, nous utilisons les francs congolais. Chez nous, on n'utilise pas les dollars. Les codes pénals que nous utilisons, c'est le code pénal de 1940. Aujourd'hui, avec cette réalité, d'ailleurs, dans le code là, parce que c'est révisé, vous verrez qu'on parle des amendes transactionnelles dans le nouveau Zaïre. C'est l'ancienne monnaie qui n'existe plus. Maintenant, aujourd'hui, on reconvertit maintenant les nouveaux Zaïre en francs congolais. C'est pourquoi ça donne des millions de francs congolais. Même les gens, parce que quelqu'un m'avait posé cette question dans une émission, mais c'est trop peu, 1 million de francs congolais représente quoi? C'est même pas 500 $. Vous voyez, ça c'est encouragé. La loi est dure, mais c'est la loi. Même si vous avez perdu votre soeur, mais on ne peut pas aller au-delà de ce que le droit a prévu. Le droit a prévu la peine de 20 ans d'emprisonnement. Et puis possible appel. Vous m'avez posé cette question. Oui, justement. On a interjeté au niveau de là que je voulais atterrir avec cette émission. La partie défenderesse, la partie justement les avocats de M. Moussa. En droit pénal, on parle de parties prévenues. Prévenues ou merci beaucoup. La partie défenderesse, c'est en droit civil. C'est la partie justement de. C'est en droit civil. Donc, en droit pénal, il y a 4 parties au procès. Nous avons la partie civile, nous avons la victime, nous avons l'accusé et nous avons l'OMP. Vous voyez, l'officier du ministère public s'associe à la victime. Vous voyez, mais le prévenu est seul. Le prévenu est seul avec ses avocats. De l'autre côté, il y a la partie civile qui a intérêt sur la victime. Il y a lui-même la victime et puis il y a le ministère public. Donc, le ministère public, c'est les défenseurs, c'est l'avocat de la société. Et lorsque la société est lésée, on vous a escroqué, on vous a tapé, on vous a tabassé ou on vous
a tué, vous n'êtes pas là, la victime n'est pas là. Ou soit vous êtes là, on vous a imputé la jambe, vous êtes là, vous demandez la justice sur ces dommages subis. Pendant que vous êtes là, vous êtes la victime. Maintenant, la famille qui est avec vous, c'est la partie civile. Le ministère public, c'est les magistrats qui avaient les dossiers au niveau du parquet. Lorsqu'il défère ces dossiers au tribunal, lui, il devient le ministère public. C'est-à-dire, il vous défend maintenant. Il est contre les prévenus. Donc, il y a 4 parties au procès. Mais lorsque nous sommes en procédure civile, nous sommes en droit civil, c'est la partie défenderesse et demanderesse. Ok. Ils ont dit qu'ils feront un recours. Ils ont fait justement recours pour demander une révision de la décision parce que pour eux, leur client n'est pas coupable étant donné que, d'après eux, cette dernière est morte d'un cancer. Pensez-vous qu'ils pourraient obtenir un gain de cause ou situation atténuante? Vous savez, en droit pénal, la partie la plus compliquée, c'est la procédure pénale. Ça va léser les gens, mais on ne peut pas traiter quelqu'un de délinquant lorsqu'il n'y a pas eu condamnation définitive. La présomption d'innocence s'achève que lorsqu'il y a la condamnation définitive et que toutes les voies de recours sont épuisées. L'affaire Moussa Mondo a été jugée au tribunal de grande instance de la Gombe, de Ngaliema ou de la Gombe. Il est jugé. Aujourd'hui, la partie, les avocats conseillent, ou la partie du prévenu, interjette l'appel à la cour d'appel. À la cour d'appel, on peut alléger la peine, on peut rester avec la peine parce que déjà c'est la peine la plus élevée. Et puis, lorsque vous interjettez appel, les juges de forme peuvent aussi augmenter la peine. On peut dire, bon, 20 ans quand même c'est suffisant comme c'est la peine la plus élevée, mais au lieu de 1 million, vous payez 5 millions de francs congolais. Ce n'est pas seulement à son avantage. À ses risques et périls. Voilà. Donc, c'est prévu en droit, même si on vous a vu comme ça, comme Moussa, vous avez tué votre femme là. Puisqu'il n'y a pas encore une condamnation définitive et que toutes les voies ne sont pas encore finies, vous jouissez encore de la présomption d'innocence. Et ce n'est pas fini. Si à la cour d'appel, le jugement ne plaît pas aussi à ces avocats, ils iront maintenant à la cour de cassation. C'est là les derniers ressorts. Parce que nous avons le principe de double degré de juridiction. Ils étaient en TGI, ils sont maintenant en cour d'appel, ils finiront en cour de cassation. Mais si vous estimez que ces jugements-là, on reste en dehors les 10 jours qui suivent le jugement, vous n'interjetez ni l'appel ni l'opposition, c'est-à-dire vous acceptez le jugement, vous purgez la peine. Mais là, les avocats de Moussa n'ont pas accepté le jugement. Pour eux, le jugement c'est trop fort. La condamnation est très forte, il fallait interjeter l'appel parce qu'ils ont leurs moyens de défense. S'ils ont le moyen de défense que M. Mondo n'a pas tué son épouse, la charge de la preuve incombe à celui qui est acquise. Que la partie de Moussa montre au juge de la cour d'appel que le ministère public n'avait pas raison de condamner Moussa à 20 ans. Voilà les éléments, la femme s'est suicidée. Là, on dira qu'il est innocent. Mais s'ils n'ont pas de preuves, ils finiront par accepter le jugement. Parce que le jugement, on n'a pas besoin de voir la figure de la personne, mais on a besoin de faire respecter la loi. Vous avez tué votre femme, vous avez tué un humain, vous avez tué une personne, vous devez purger. Et surtout, il y a un élément d'extranéité qui peut causer un préjudice dans la diplomatie congolaise et malgache. L'avantage pour juger cette affaire en droit positif congolais, c'est que la femme était malgache, mais le mariage était célébré en droit positif congolais. Ils étaient mariés légalement en droit congolais. L'homme est congolais. Ils vivaient, leur domicile était au Congo. C'est pourquoi le droit congolais s'est saisi du dossier. Les droits malgaches étaient en train de voir. S'ils n'étaient pas contents, ils pouvaient aussi rester en justice, dans la Cour internationale de justice, pour que M. Moussa
subissent cette peine. Vous voyez? Donc aujourd'hui, M. Moussa, moi je ne dirais pas qu'il est délinquant état scientifique, parce qu'il n'y a pas encore eu la condamnation définitive, mais à ma qualité de juriste, je vois que la peine là, c'est la peine qui est proportionnelle à ce qu'il a commis comme infraction en rapport à notre code pénal. Parce que s'il y avait la peine de mort, il pouvait aussi subir la même peine. On pouvait dire, bon, vous avez tué, vous resterez en prison, vous faites la prison à vie. Vous comprenez? Mais comme le code pénal congolais, la peine la plus élevée, c'est la peine d'emprisonnement pendant 20 ans, et que Moussa est infligé par cette peine, il n'a qu'à subir. Et entendant l'appel, dans l'appel, on peut réduire à 15 ans, on peut réduire à 18 ans, à 12 ans, à 2 ans, à 5 ans, soit il peut être acquitté. Ça, c'est la magie du droit. Merci beaucoup, Maître. Le droit n'est pas la religion, madame. Elle est dure, justement. Merci beaucoup, Maître, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avant de nous quitter, un dernier mot. Je dirais aux Congolais d'aimer aussi des émissions scientifiques. Vous verrez, ces genres d'émissions, les gens vont zapper. Les gens préfèrent plus lorsqu'il y a des bordures, ça et là. Mais les gens doivent savoir que nous sommes allés à la faculté des droits et nous sommes revenus maintenant pour mettre de l'ordre dans la société. Et tout ce que nous faisons, en réalité, sous d'autres sièges payants, on devrait nous payer pour vous transmettre cette matière. Volonté. Juste une manière, je sais que dans cette émission, 2-3 personnes peuvent maintenant savoir comment vivre. Ils vont maintenant éviter de commettre des infractions, ce sera un pari gagné. Et je demande aux Congolais en tout cas de respecter les droits, de respecter la loi, parce que nous avons intérêt de vivre le plus longtemps possible au respect de la vie humaine, surtout au respect d'autrui. Parce que notre prochain mérite notre protection. Vous devrez protéger votre prochain. Ça sera les vrais droits. Parce que les droits n'est pas là pour tuer les gens, mais les droits est là pour sécuriser tout le monde. Et nous voulons que tout le monde soit sécurisé par les droits positifs congolais. C'est pourquoi nous vous demandons en tout cas de respecter vos limites. Parce que votre liberté s'achève là où la liberté d'autrui commence. Merci, madame. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Nous sommes vraiment arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à Christian Lumia qui était derrière la caméra, mais qui sera aussi à la réalisation. Vous nous avez suivis sur Buzz Officiel. Cette émission sera relayée sur Demeure Officielle et Empire Buzz. Ce fut un réel plaisir pour moi de présenter cette émission. Je suis Esther Finda. Laissez-nous vos avis en commentaire. Ça nous fera plaisir de vous lire. Envoyez-nous aussi beaucoup de j'aime. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous cette émission afin que plusieurs apprennent et prennent conscience. Il n'y a aucune bonne raison qui pourrait justifier le fait de violenter son conjoint ou sa conjointe, et d'ailleurs la loi sanctionne les violences conjugaux. Alors à chacun de prendre conscience de cela et n'est pas faire des actions qui pourraient lui rendre coupable devant la loi. Parce que comme on le dit, dura lex sed lès, la loi est dure, mais c'est quand même la loi et on n'y peut rien. Je vais finir en disant ceci: la violence est le propre de l'incompétent. Qui êtes-vous? Bye bye.